Bonsoir. La pandémie du coronavirus a surpris la planète entière. Gouvernement, personnel du corps médical et population en général, chaque maillon a initié soit des recherches, soit des techniques ou méthodes pour venir à bout de ce virus. Cette période critique a mis en exergue la médecine traditionnelle. Celle-ci, depuis environ 2 décennies, connaît une certaine évolution et cette évolution a en face d'elle la médecine conventionnelle ou moderne qui reproche à la précédente sa méthodologie considérée comme approximative. Le défi des pouvoirs publics est aujourd'hui de concilier ces deux pratiques pour faire de l'une, notamment la médecine traditionnelle, un complément efficace dans l'offre de santé au Cameroun. Au moment où concertation et autres tripartites entre le gouvernement, les médecins et les praticiens de la médecine traditionnelle se multiplient pour plus d'entente et moins de discorde entre les membres de ce même corps, un a décidé de concilier ces pratiques et même d'y ajouter la spiritualité. Notre invité de ce soir est médecin gynécologue en Allemagne, praticien et spécialiste en voyance. Il est également auteur de plusieurs livres, dont Le mystère d'Afrique et plus récemment encore À travers le miroir, celui-ci est en version physique et vidéo. Notre invité donc aborde et propose des solutions aux questions de santé traditionnelle et moderne. On en parle ce soir. Le docteur Emmanuel Kweta est assis ce soir dans le fauteuil rouge. Bonsoir docteur et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Aurélien, c'est moi qui vous remercie pour me donner cette invitation. You can speak in English, hein? Yeah, It's not a problem. Alors, docteur, on le sait, l'infertilité est un problème de santé publique. Selon vous, qu'est-ce qui peut être aujourd'hui à l'origine de ce taux croissant d'infertilité au Cameroun? Oui, il faut le dire, déjà, ce n'est pas seulement au Cameroun, dans le monde, jusqu'en Afrique, c'est un peu, le taux d'infertilité est d'abord très élevé. Et quand on parle d'infertilité, il y a d'abord 2 questions qui se posent. C'est première infertilité ou secondaire infertilité. Première infertilité, ça veut dire qu'une femme qui n'a jamais conçu, n'a jamais. Secondaire, ça veut dire, donc, fertilité, stérilité, je suis en train de confondre les deux. Donc, vous comprenez qu'une femme qui n'a jamais conçu, ou une autre qui a conçu avant, qui n'arrive plus à se concevoir. Dernièrement, il y a 2 situations qui se posent. Vous savez, je veux rester d'abord comme gynécologue que je suis. D'abord, une jeune femme, elle est enceinte, il peut faire l'avortement avec des méthodes qui ne sont pas du tout bien. Vous savez que dans les sous-quartiers, il y a beaucoup de gens qui donnent cette tablette, parfois l'injection pour faire l'avortement. Certains vous disent qu'ils vont boire même de whisky, qui est vraiment un grand problème à la longue. Deuxième, ça c'est d'abord le premier cas. Deuxième, il peut avoir un problème d'infection. Notamment, dans la plupart des cas, il y a certaines formes comme de chlamydia qui peut être chez les hommes ou chez les femmes, ce qui fait que la plupart des femmes peuvent avoir ce problème de trompe bouchée. Ça, c'est le deuxième. Il peut aussi avoir des autres infections comme de gonorrhée, d'autres infections virales ou bactériennes. Mais je vous dis, comme l'infection bactérienne, à peu près de gonorrhée, Nassiri, le traitement est souvent un peu rapide parce que les symptômes viennent très vite et on a les symptômes au bout de 3 jours après l'infection. Mais par contre, un truc comme le chlamydia, vous pouvez rester même 1 ou 2 ans sans les symptômes. Donc, ce qui fait que vous portez cette maladie, mais vous ne savez pas. Et ça va rester peut-être généralement dans les trompes chez les femmes et chez les hommes, ça reste dans les testicules, dans ce qu'on appelle le rectus testis. Ce qui fait en sorte que chez les hommes, ils ont parfois ce taux de sperme bas, et chez les femmes, ils ont d'abord un problème de cycle qui est parfois instable. Et il y a aussi d'autres symptômes, d'autres maladies comme l'endométriose. L'endométriose veut dire juste que des muscles qui devaient être vraiment dans l'utérus se trouvent dans les autres parties du corps de la femme. Ça peut être même dans le ventre, généralement dans le Douglas. Et généralement, ces femmes vont dire,
quand il a des règles douloureuses, atroces. Pourquoi? Parce que vous savez que pour toute femme qui saigne, il y a ces hormones de myocine qui sont activées. Donc tout le bas-ventre des hormones sont activés et c'est ça qui fait que les femmes ont vraiment le mal, très mal au bas-ventre pendant le saignement. Et ça aussi, ça peut créer un problème de conception. Bon, généralement pour les femmes, nous, on va d'abord rester sur le problème de cycle. Pour une femme normale, elle doit saigner de combien de jours? De 3 à 5 jours. C'est normal. Si c'est déjà 2 jours, c'est un problème. Si c'est 7 jours, ça c'est un problème. Et le cycle normal doit, si peut-être c'est qui n'est pas moins de 25 jours, ça c'est polyménorrhée, qui n'est pas bien. Si c'est après 35 jours, ça c'est oligoménorrhée, qui n'est pas bien. Ou il va saigner chaque 2 semaines. Donc ça veut dire que pendant ce cycle qui vient normal, il a des autres cycles qui viennent qui n'est pas, on appelle ça ménométrorragie, qui est aussi notre problème. Tout ça, ce sont des problèmes qui peuvent entraîner les femmes à avoir ce problème de conception, comme je vous ai dit, parce qu'il faut que l'utérus soit vraiment bien. Il peut aussi avoir un problème de polype. Il peut avoir un problème de polype dans le sang, parce que, comme je vous ai parlé de ce problème de saignement qui n'est pas correct. Si vous avez peut-être polype dans l'utérus, ça va faire parce que l'utérus est en train d'essayer pour compresser cette polype et c'est en train de pousser. Donc ça veut dire que l'utérus est constamment comme dans de contraction. Et c'est pour ça que vous allez voir qu'il y a parfois, c'est une femme quand elle saigne, ils ont comme de robinet qui est ouvert. Il peut aussi avoir le myome qui est intramural, myome, ou qui est submucose, myome, qui peut aussi empêcher ça. Je ne veux pas parler de submucose, je veux parler de subsérus, parce que subsérus c'est autre sujet. Et dans le trompe, il faut aussi avoir le fibrome. Parce que nous avons des trompes, nous avons l'utérus, nous avons des trompes, et nous avons, comment on appelle ça, les ovaires. Les ovaires. D'accord. Alors, pendant une certaine époque, je veux comprendre, est-ce que ces mêmes facteurs, on peut les lier aussi aux hommes? Parce que pendant une certaine époque, lorsqu'on parlait d'infertilité, on pointait toujours le doigt sur la femme. Aujourd'hui aussi, on se rend compte que le taux d'infertilité masculine va croissant. Est-ce que ça peut rentrer aussi dans ces causes-là? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je vais parler ici de femmes et des hommes, je vais parler de chlamydia parce que pour nous, des médecins, ça c'est un démon. En fait, parce que je vais parler d'où cette chlamydia va rester on symptômes, sans symptômes. Et où chez les hommes, ça va rester dans le rectus testis, sans symptômes. Ce qui signifie que l'homme va vous dire, il a de taux de sperme bas. Parfois, la motilité. La mortalité de l'os, ça soit là, si vous regardez le laboratoire, ça ne dit même pas 3 heures. Parfois, le sperme est vraiment liquide. Pourquoi? Parce que cette bactérie a rendu cette rectus testis qui ne produit plus la qualité. Le sperme n'est pas bon. Et je veux dire, si avant, on ne parlait pas des hommes et des femmes, généralement dans le couple, quand il n'y a pas d'enfant, qu'est-ce qu'on pense d'abord? La première chose, la femme. C'est la femme. C'est la première chose que tout le monde parle. Mais pourtant, ce n'est pas vrai. Parfois. Il peut aussi avoir un problème pour le côté des hommes aussi. Oui, mais juste que je peux vous dire, c'est une histoire, c'est ignorant, vous savez. Alors, l'Assemblée nationale a récemment voté une loi sur la procréation médicalement assistée. Déjà, il faut nous dire, est-ce que c'est la même chose? Parce que lorsqu'on entend procréation médicalement assistée, on a eu à entendre la fécondation in vitro. Est-ce que ces deux expressions signifient la même chose? Et est-ce que cette loi-là, on peut dire que c'est une avancée pour un pays comme le nôtre? Oui. Je veux déjà vous dire que c'est une avancée. Je pense, et si je veux parler de problème de trompeur-boucher, et trompeur-boucher, généralement pour chez les femmes, mais le problème de règles douloureuses, bon, on n'entend pas dans ça, mais comme le nom l'indique,
il y a un qu'on appelle I4F, in vitro fertilization. Ok. Il y a un qu'on appelle, en fait, vous savez que je suis en Allemagne, ici, intracytoplasmic sperm injection. Bon, je pourrais utiliser parce que c'est dans tous les livres, c'est comme ça. L'autre, vous avez parlé du paiement. Première, c'est juste pour vous dire que quoi, pendant la période de fécondité de la femme, on va juste prendre le sperme de l'homme avec l'appareil et essayer d'injecter un peu plus loin dans l'utérus. Vous savez, je ne suis pas là pour enseigner. Si j'étais là pour enseigner, je devais vous commencer à vous dire, pendant la fécondité, le temps jusqu'à ce que l'enfant accouche. Mais comme je ne suis pas là pour enseigner, je préfère rester juste léger pour tout le monde, pour la compréhension de tout le monde. Tout le monde ne sont pas des médecins. Donc, c'est juste pour dire que on prend le soin de l'homme, on injecte. Mais par contre, in vitro, c'est pour ça que je dis que c'est une affaire qu'on peut faire juste une fois. Donc, ça veut dire, donc on peut faire ça si la prochaine fois on va encore essayer. On peut toujours prendre le sperme de l'homme et essayer d'injecter. Mais par contre, in vitro, ça veut dire que quoi? On attend au moment où la femme est pendant sa période féconde, on va prendre une partie de cet ovule et prendre le sperme de l'homme et on va faire comme une fusion, comme une fécondation. Mais ça se fait, c'est pas que ça se fait dans le laboratoire en fait. Et quand on va faire ça, il y a une température qui doit respecter. Et après ce temps, on va maintenant injecter. Mais après avoir préparé la femme avec des hormones, ça dépend. Parce qu'il faut d'abord voir ce qui ne va pas. Parce qu'il faut voir qu'il y avait des hormones qui est bas ou qui est haut. On va essayer de stabiliser cet hormone-là. D'accord. Et quand on voit que tout est bien, on va injecter l'œuf déjà fécondé et la croissance va commencer. C'est pour ça qu'il fait que la plupart du temps, ils peuvent avoir cette maladie qu'on appelle OHH, Uber Stimulation Syndrome, qui signifie que pendant les fécondations, parce que généralement on va préparer les hormones avec hormones comme peut-être clomiphène, et que cet hormone, ça a beaucoup ragé que ce qu'on attendait. Ce qui signifie que la femme est peut-être enceinte, mais il a beaucoup de liquide dans le ventre. Ou on peut avoir peut-être comme le kyste, en fait, qui est très élevé. Mais on peut différencier, hein. On peut différencier parce qu'on va maintenant essayer de différencier entre Uber Stimulation Syndrome et PCO. Il ne faut pas que ce soit trop compliqué parce qu'on va se perdre, en fait. Donc, on a bien compris la différence. PMA, ça peut arriver de façon ponctuelle. Ponctuelle, oui. C'est comme une injection. Oui, c'est comme une injection. Mais en fait, on rapproche le sperme des ovules. Voilà. Voilà. Et par contre, l'autre... Donc, c'est pour ça qu'on fait une technique. Ouais, c'est une technique qui est fécondée à l'extérieur et on injecte. Mais on peut faire ça. C'est pour ça qu'il fait que généralement, quand on fait, on garde une partie. D'accord. Pour la prochaine fois, au cas où ceci ne donne pas, la prochaine fois, on va utiliser ce que... Très bien. Alors, vous êtes gynécologue, mais vous prenez également la médecine traditionnelle. Alors, si vous avez un couple devant vous aujourd'hui qui a un problème de procréation, qu'est-ce que vous allez leur conseiller, vous qui pratiquez les deux? Bon, je fais ça tous les jours, hein, pour le dire, tous les jours de ma vie. Je suis gynécologue et alors... c'est notre métier, donc tous les jours. Mais, première question, vous m'avez trouvé où? C'est ça la première question. Parce que si vous m'avez trouvé à l'hôpital, je fais la médecine. Ok. Parce que, vous savez, je fais un truc il y a beaucoup de questions autour. Beaucoup de questions que parfois, même moi-même pour répondre, je dis, je suis fatigué. Mais, si vous m'avez trouvé dans mon cabinet, donc dans mon temple, je suis tradipraticien. D'accord. C'est pour ça que je vis selon la situation. Tant que je peux entrer à l'hôpital, médecin. Tant que je suis dans mon temple, tradipraticien. Tant que je suis à l'église, chrétienne. Donc je ne mélange pas les deux. Mais je vous dis, généralement, c'est pour ça qu'il fait que le côté de tradipraticien, il gagne un peu. Pourquoi? Parce que généralement, pour le côté traditionnel, j'envoie parfois à l'hôpital.
chez les autres tradipraticiens, c'est le conflit. Donc, et vous savez, dans le côté comme tradipraticien, je suis spécialisé dans la voyance. Pour ceux qui me connaissent, je vais taire le nom. Il y a une chaîne de télévision radio ici que je fais pendant chaque heure. Je fais la voyance en direct. Et mon objectif est d'envoyer des gens pour qu'ils trouvent leur solution. Alors, quand vous êtes à l'hôpital, je reprécise la question. Vous êtes à la base tradipraticien, mais vous arrivez à l'hôpital, vous avez un couple devant vous qui a un problème de conception. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Quand ils ont un problème de conception, pour une première chose, si je suis à l'hôpital, oui, je suis médecin, première chose que je veux faire, c'est quoi? Depuis quand vous êtes marié. Ça, c'est la première chose. Et je veux d'abord voir, pour le cycle de la femme, est-ce que c'est normal? On appelle ça Kindavunj. Ça advance Kindavunj. Depuis quand vous avez ce problème, vous touchez chez l'enfant. La première chose qu'on va faire d'abord, c'est chromoperturbation. On va d'abord voir si les trompes sont correctes. Et après, on va regarder pour l'homme si les hormones, si le spermogramme, si c'est une non. Et en fonction de ce résultat, on sait ce qu'on peut penser. On peut même aller jusqu'à faire de hysteroscopie. Vous voyez, on peut même aller jusqu'à faire je veux parler de hormones, balance, hormones analyse. Donc ça dépend de la situation. Très bien. Donc, vous n'êtes pas, à ce moment-là, vous ne pouvez pas leur dire, parce que je sais que vous avez un objectif principal, promouvoir, sensibiliser beaucoup plus sur la médecine traditionnelle. À ce moment-là, vous ne leur dites pas que essayez aussi, très bien. Maintenant, parlons de cette médecine traditionnelle-là. On sait qu'aujourd'hui, le marché de la virilité et de la fertilité, c'est devenu un secteur très porteur. Lorsque on parle de ça, ça attire tout le monde. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'on voit comment sont conservés certains produits, comment sont exposer certains produits dans les rues, est-ce que vous comprenez aujourd'hui qu'on soit réticent? Sinon, comment faire confiance à cette médecine-là quand on voit ce qui se passe? Déjà, je pense qu'il y a un problème de ce côté. Pourquoi il y a un problème? Parce que la conservation, je suis en quelque sorte de même avis que certaines personnes ou certains confrères, du côté médical, qui ont un problème de conservation. Parce que quand on voit d'un moyen qui est exposé, il n'y a même pas la date de péremption. Et même si vous dites que ça va être périmé, à base de quoi vous dites ça. Donc pour moi, je pense qu'il y a un petit problème. Il y a un petit problème, c'est pour que je sois honnête. Il y a un petit problème de ce côté-là. La manière, la conservation, parce qu'on nous envoie en route parfois. Donc, comment faire donc pour distinguer le bon du mauvais tradipraticien? C'est facile, c'est simple. Si vous avez un tradipraticien aujourd'hui, là, vos doigts là, après demain, là, il y a un tradipraticien ambulant. Un bon tradipraticien qui est un vrai tradipraticien, il a une place que. Je prends l'exemple sur moi. Je ne peux pas donner mon adresse, mais vous savez, j'ai commencé à quel âge? Là, j'ai 6 ans et je peux vous dire que j'étais à Bonneberry, chez nous, chez mes parents, en fait, chez ma grande soeur, c'était à Forêt-Bas, où je fais plus de, je pense que c'était 8 ans là-bas. Et après, je suis allé où je suis jusqu'aujourd'hui, c'est à Mamada, non loin de ma soeur. Et je suis là, ça fait plus de 17 ans aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Ça fait plus de 17 ans que je suis sur la même place, en fait. Et mon cabinet il est là plus de 14 ans. Donc, ce qui signifie que si n'importe quand, et d'abord où j'ai commencé à Forêt, si vous partez là-bas, même si je ne suis plus là, ma famille, ils sont là. Donc, ce qui signifie que, on ne pas dire que Manukweta se cache. Donc, je ne sais pas, vous comprenez, mais si vous n'êtes pas sûr de vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous ici, après vous louer, après vous changer, après ce n'est pas vraiment crédible. Déjà, quand vous voyez un tradipraticien qui n'a pas une adresse fixe, c'est déjà un problème. Et si on vient, je suis un peu... La première fois, je veux dire, quand vous parlez de la médecine traditionnelle, on ne va pas commencer à aller demander, oui, vous travaillez depuis combien de temps, vous êtes où depuis? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose pour alerter le patient qui arrive, par exemple, qui se dit, bon, j'ai essayé dans la médecine moderne, je n'ai pas pu, je viens de ce côté. Il n'y a pas quelque chose qui... Je veux vous dire, Oriane, vous savez, j'ai commencé très jeune.
À l'âge de 6 ans, j'étais déjà. Et aujourd'hui, je suis gynécologue et je suis fier et je rends gloire aussi à Dieu parce que c'est ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à lui. Et après Dieu, mes ancêtres. Peut-être on va venir au cours de cette mission et je vais vous expliquer comment je suis devenu tradipraticien et où je suis. En réalité, le truc tradipraticien, ça passe de bouche à oreille. D'accord. En réalité. C'est pour cela, vous allez voir que depuis que Mida est entré dans ma vie, il y a quelques temps, mais Mida est entré dans ma vie, il dit peut-être plus de 12 ans après, que je sois tradipraticien. Et ils sont en fonction de ce que je faisais. Vous constatez que je suis, lorsque le Mida est entré dans ma vie, je deviens un peu très réticent. C'est pour ça que je vois, même sur les réseaux sociaux, je ne suis plus là. Mais pourtant, avant ça, même si on m'écrivait sur Facebook, je répondais, vous voyez, WhatsApp, tout ça, enfin, je parle de plus de gens, je répondais, mais vous voyez qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Plus que je sais que beaucoup qui viennent, ce n'est pas parce qu'ils ont vu ce que je fais, mais ils viennent parce que le gars a bien parlé à la radio, le gars a bien parlé dans une chaîne de télévision. C'est pour ça que je passe chez lui. Donc, quand il n'y a vraiment pas cette confiance, mais par contre, celui qui a vu ce que tu as fait, je vous dis une chose. À certain âge dans la vie, on ne court plus. On marche. Parce que ce que vous faites aujourd'hui, c'est ça qui est en train de préparer votre futur. Ce qui fait que quand on va amener, dire que non, le gars là, comme je vous rappelle quand j'étais à Forêt-Bas, il y a un malade qu'on a sorti de certain hôpital, où on pense à Bouddha, l'hôpital là, pour amener, nous sommes en 2004. Et qu'on fait le travail, et plus ça passe, et plus ça a 2000, il y a plus de 20 ans, non pas 20 ans, je pense plus de 17 ans après, qui vient et te rappelle, nous on était là. Oui, c'est à peu près ça. C'est pour ça qu'il fait que nous autres, qui passent dans les médias, on a une autre façon de voir les choses. Oui, on est un peu réticent. Parce que je sais que ce n'est pas ce que tu as vu, ce que je fais, tu n'as rien vu, en fait. Peut-être, parce que l'émission que je fais à la radio fait en sorte que beaucoup de gens comprennent la voyance, en fait. Parce que c'est à peu près, on a fait la voyance, et à la voyance, les gens écoutent ces choses-là que nous disons. Et ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux fois. Et je vous dis, quand cette émission a même commencé, il y avait des gens qui ont dit que vous avez caché des gens à la radio. Il ne faut pas qu'on confonde le volet médecine traditionnelle et voyance. Exactement. Là, je parle encore de la médecine traditionnelle. Je ne parle pas de la voyance. Alors, parlant de cette médecine traditionnelle-là, elle a vraiment été mise en avant avec la pandémie du coronavirus. Mais l'OMS a quand même tenu à attirer la vigilance des uns et des autres. Alors, vous, de par votre expérience, vous avez dit, vous travaillez en fonction du milieu où vous vous trouvez. Vous qui étiez à l'hôpital, certainement à l'étranger, pendant cette période, selon vous, qu'est-ce qui a vraiment aidé à soigner cette maladie-là? Il faut le dire. Vous savez, sur chaque maladie, il y a des pour et des contre. Même si vous avez parlé aujourd'hui, je ne vais pas entrer dans l'histoire de Palu. Parce que s'il faut parler à Palu, il peut y avoir beaucoup de causes. Il peut y avoir des causes naturelles, il peut y avoir des causes pathologiques. Donc disons que vous avez eu une infection. Il peut y avoir des causes parce que peut-être nous sommes restés dans ces crimes, peut-être vous sortez de Bafoussam. Il est peut-être extrêmement froid là-bas. Vous arrivez à Douala, il fait extrêmement chaud. Du coup, vous avez la fièvre. Mais on appelle cette fièvre quoi? C'est une fièvre. Donc, ce n'est pas une fièvre due à... C'est juste parce qu'il faut juste un peu de temps et votre corps... Un changement climatique. Pour pouvoir voir cette fièvre parce que vous avez mangé une nourriture qui était déjà peut-être gâtée. Vous avez fait cette fièvre. Donc, revenons à l'histoire de Corona. Moi, personnellement, vous savez, ça a vraiment déclenché en 2019, en décembre. Et j'étais dans un hôpital où c'était pas facile, il faut le dire. Et que j'ai vu des professeurs, très grands professeurs mourir de ça. Très, très grands. Je peux vous dire, ce qui a vraiment combattu cette affaire,
c'est la médecine traditionnelle. Il n'y a rien à discuter pour ça. La preuve, si vous voyez en Afrique ou au Cameroun, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait venir des comprimés qui existaient déjà. Et c'est ça qu'on utilisait. Et qu'est-ce qu'on faisait généralement à l'hôpital? Quand on vous disait que, OK, vous avez le corona, vous venez à l'hôpital, vous êtes isolé. Et maintenant, en fonction des symptômes que vous présentez, c'est là où on vous traite. Par exemple, si vous avez peut-être un problème de respiration, on va essayer de voir ce qu'on peut vous donner le bronchodilateur. Si vous avez peut-être la fièvre, on va essayer de combattre. C'est comme ça que ça se traite, un peu près à l'hôpital. Ce qui veut dire qu'on dit qu'il y a un médicament qu'on dit que voilà un médicament contre le Covid, il n'y en a pas. Même si, à azithromycine, on a utilisé, moi personnellement, je connais des gens que je conseille. Mais par contre, à l'indigène, vous allez voir des gens qui sont des médicaments qu'ils ont préparés, bon, vous buvez comme le thé. Il y a 3 jours, vous êtes fini. Je veux dire aussi que les anticorps jouent, mais comme dans toutes les maladies. Donc pour ma part, je pense qu'un médecin qui est honnête ne va pas me contredire. C'est la médecine traditionnelle qui a beaucoup combattu. Seulement, vous savez, nous sommes en Europe et que la médecine traditionnelle est aussi pratiquée, mais c'est un peu différent. Vous voyez, parce qu'on parle de l'homéopathie, qui est un peu différent. Et en Allemagne, par exemple, c'est un prêtre qui a commencé et qui, le prêtre, c'était à Karlsruhe. Et que ce prêtre, il a fait ça comme l'héborisme. Vous savez que chaque médecine a une limite. C'est à peu près ça. Alors, est-ce que la médecine, selon vous, est fonction, la médecine à choisir, hein, est fonction, parce qu'aujourd'hui on va essayer de superposer ces deux médecines-là. Est-ce que la médecine à choisir est fonction de la pathologie? Je veux dire, est-ce que je me réveille, disons le palu, est-ce qu'à ce moment-là je dis je vais à l'hôpital ou demain j'ai plutôt mal au ventre, je vais du côté traditionnel? Première chose, alors, on doit d'abord commencer au commencement. Et la première question à poser, si, je ne sais pas comment je vais vous répondre, vous savez, je suis dans 3 milieux aujourd'hui qui est un peu difficile. Si vous avez une maladie, par exemple, vous avez le palu, par exemple, le sang vous saignez, vous avez fait une blessure, vous êtes en train de saigner, par exemple, vous avez mal à la tête, la première chose à faire, c'est l'hôpital. Parce que c'est une maladie physique. D'accord. Vous ne pouvez pas avoir une maladie physique, vous passez un praticien pour what? Ça, c'est une maladie physique. C'est lorsque vous avez une maladie spirituelle qu'on commence à l'hygiène. Je vous prends par exemple. Maladie spirituelle, c'est-à-dire? Maladie mystique en quelque sorte. Prenez par exemple, vous avez mal au ventre. Par exemple, nous tous, vous savez que tout le nourriture qu'on mange, c'est de remède. Tout le nourriture. Et tout, c'est pas moi qui ai dit, vous savez, l'excès nu. Ce qui signifie que si vous commencez un médicament, vous avez peut-être mal au ventre, je vous ai parlé du mal au ventre. Vous allez d'abord aller, vous avez chié le sang, vous avez vomi le sang. Première chose, vous devez partir à l'hôpital pour que le gastro essaie de regarder d'où vient ce sang. Mais si vous partez à l'hôpital et que vous vomissez le sang, ça c'est un exemple, hein, et que le médecin vous dit que mais je n'ai rien vu, vous continuez à vomir d'office, vous ne va pas continuer à rester à l'hôpital. Vous devez savoir que non, cette affaire-ci là, no be direction. J'aime toujours rester dans mon parti comme gynéco. Vous avez une femme qui vient, elle est mariée, ça fait plus de 10 ans. Je dis déjà que j'ai eu. Une fois, pas 2 fois, pas 3 fois. Je ne peux pas compter. Et à l'hôpital, on a dit qu'il n'y avait rien. Ou peut-être, on a dit à un moment que son mari avait le taux de sperme bas. Ou on a dit à un moment que la femme avait le trompe bouché. Mais il y a une autre trompe qui passe. Donc,
forcément pour la conception n'est pas un problème pour toi. Mais entre-temps, la femme n'accouche pas, elle ne conçoit pas, et c'est un problème. Mais c'est même fois vous dites, oh, j'ai le couche de nuit, chaque fois. J'ai la consommation de rêve, chaque fois. Alors si, ça doit être bête de penser que tu vas continuer à l'hôpital. Parce que ce couche de nuit, ça veut dire que c'est ce déchet qui est déposé en toi. Et à la longue, il faudrait voir quand on va commencer à dire qu'il a le myome. Ça, vous êtes en train de voir un peu vous êtes en train de voir un peu. Je ne vois pas encore bien, parce que je veux dire, lorsqu'on est médecin, je pense qu'on s'appuie sur des faits. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit scientifiquement prouvé. Pardon. Alors, celui qui mange dans son rêve, peut-être qu'il a pensé à la nourriture en Voilà. journée. Celui qui a, en science, on nous a appris, on nous a parlé des rêves mouillés, par exemple. Donc, pourquoi directement, quand on a consommation ou des rapports sexuels dans le rêve, ça devient un aspect physique, mystique, pardon. Ok. Je voudrais parler de rêve en grosso modo. Dans le rêve, vous avez parlé de mon ouvrage pendant mon ministère de la Fille, j'avais expliqué. Il y a les rêves simples et des rêves compliqués. Même dans la sorcellerie qu'on parle là, il y a un bon parti de la sorcellerie. Mais juste que les gens voient tout que le mauvais côté, il y a un bon parti. Il faut qu'on soit honnête, let's be honest. Mais je dois rester dans le rêve. Par exemple, je veux vraiment voyager. Je veux voyager à tout prix. J'ai cet âge. Dans ton rêve, tu vois que tu es à Paris. Tu es au milieu de blanc. C'est pas un mauvais rêve. C'est ce qu'on appelle les rêves freudiens. C'est ce que tu as pensé. Pendant que vous dormez, ça se transmet à travers votre... Parce que c'est ce qui est dans votre esprit. Ou vous êtes marié, vous êtes divorcé. Je veux vraiment que mon mari revienne. Ou je veux vraiment que mon épouse revienne. Et dans ton rêve, tu trouves qu'il est venu. Il y a aussi une confusion qui arrive parfois. Peut-être une femme qui n'accouche pas. Il veut à tout prix avoir un enfant, à tout prix. À tout prix, il veut accoucher. Et dans son rêve, il voit qu'elle a porté l'enfant. C'est parce que c'est ce qu'il a pensé. Maintenant, il y a un problème. Quand c'est le rêve freudien, ça ne dure pas. Et vous n'avez même pas peur quand vous se lèvez. Vous ne vous inquiétez pas. Comme même le rêve de couche de nuit là. Parfois, par rêve de couche de nuit, que c'est ce que tu as pensé. Mais la différence entre le couche de nuit qui est peut-être simple et ce que je dis compliqué, c'est quoi? C'est que, un, vous n'avez pas peur. Deux, vous ne vous êtes pas inquiété. Trois, ça ne vient pas tout le temps. Ça va venir une fois, peut-être 1 an. Et si vous cherchez un peu, vous réfléchissez, vous allez voir que c'est ce que vous avez pensé avant que ça soit arrivé. Ce n'est pas comme si c'est récurrent. Récurrent. Tu sais que tu fermes tes yeux. Il y a des gens qui, même en journée, ils ferment les yeux comme ça, ils sont en train de manger. Ce n'est pas normal. Donc voilà là où vous pouvez essayer. Ce n'est pas vous dire que d'office, si vous avez un coup de nuit une fois, c'est non. Bon, on revient sur la médecine traditionnelle. Alors, ça, on parlera de ça dans le volet spiritualité. Alors, quand j'ai le palu ou j'ai mal au ventre, à quel moment je me dis il faut aller à la médecine moderne ou traditionnelle? On était au volet, la maladie peut être mystique. Voilà. Je veux rester dans le palu simple. Si vous avez un palu simple, normalement, quand vous partez à l'hôpital, vous avez le palu simple, qu'est-ce qu'on fait? On prend le sang. On envoie au laboratoire. Au bout de 2 heures, nous avons, on appelle ça éganis, nous avons un résultat. Et en fonction du résultat, on sait que voilà ce qui vous dérange. Normalement, on va voir dans les paramètres de l'hôpital, de labo, quelle peut-être infection que vous avez. En fonction de ça, on peut encore appeler au labo que je veux un antibiogramme qui va me permettre de connaître quel médicament peut vraiment vous guérir. D'accord. Et en fonction de ça, ça va vous prescrire le médicament que vous allez prendre. Normalement, si c'était un palu simple, lorsque vous prenez le médicament, ça part. Ça finit. Mais si c'est un palu compliqué, vous allez, ça c'est juste le truc élémentaire en fait. Parce qu'il y a des choses plus compliquées que ça. Mais si c'était un palu simple, compliqué, vous allez prendre toujours quand vous êtes dans l'hôpital, ça ne va pas finir.
Vous allez voir qu'après, vous allez dire que j'étais dans l'hôpital, ça n'a pas marché, je m'en vais dans un autre. Et c'est comme ça qu'on commence à faire de tous les hôpitaux. Donc, si vous avez appris à l'hôpital, disons, je peux dire toujours 2 semaines, même c'est beaucoup. Je parle de cas de scène. Et que ça ne finit pas, sache déjà que sûrement il y a quelque chose qui ne va pas derrière. Et quand on parle, je ne sais pas pourquoi, vous restez toujours dans le côté de tradition. Ce n'est pas le tradition seul qui traite. Comment on appelle, le prophète. Il traite aussi. Des prêtres. Le prière, ça accompagne parfois la médecine. Peut-être. On aura le temps. On parlera de ça dans le volet spirituel. Alors, ici, inutile de vous demander comment, si les deux médecines peuvent coexister, puisque vous êtes déjà dedans. Moi, j'aimerais comprendre, étant tradit praticien, pourquoi avoir voulu faire de la médecine conventionnelle? Qu'est-ce qui a été le déclic? Et vous nous avez dit comment vous essayez de manager avec les deux. Hein. Quand vous êtes à l'hôpital, vous êtes gynécologue. Dans votre temple, vous êtes tradit praticien. Mais vous avez d'abord été tradit praticien. Pourquoi avoir voulu faire cette médecine conventionnelle-là? Vous savez, peut-être c'est une question que vous pouvez poser avant de répondre à votre question. Aujourd'hui, c'est un exemple. Hein? Quand vous partez au tribunal, on dit par exemple que vous avez volé. On vous accuse que vous avez volé. Pour que le juge tranche votre affaire, ça c'est une question que j'avais posée à un procureur à Bongo, à un temps, qui était un ami à moi. Il n'est plus là. Et je lui ai dit, quand on apporte quelqu'un devant toi qui l'a volé, ça vous prend combien de temps pour juger l'affaire? Juste que tu dis que non, vrai, tu avais volé. True, you stole. Let us be frank, ganz in eins. Manchmal, wir müssen ganz ehrlich sein. On doit parfois être vraiment honnête dans ce que nous faisons. Et je pense que c'est ça que nous, en Afrique, nous manque. Je vais demander à ce pour. Ça va vous prendre combien? Ça va prendre parfois 1 an. Pour que vous jugez jusqu'à trancher l'affaire. Mais, si vous partez à l'indigène, pas qu'à l'indigène, à notre tradition, la pour ceux qui connaissent la tradition, quand on va bourrer la roue ou la maille, généralement c'est un route, Oui. on brûle aux gens. C'est ta bouche, je dis que, ok, si le veau c'est comme accuse là, si c'est que je connais quelque chose, que la roue se me brûle. Qu'on a brûlé au feu, jusqu'à ça chauffe, rouge, tout le monde voit. Si c'est en fonction, vous dites ce que tout le monde va dire. Si vous dites ça, vous portez ça en rouge, qui est brûlé au feu, qui chauffe, ça ne vous brûle pas. Ça peut aussi être dans la tête. Ça n'est pas dans la tête. Parce que vous appelez à 10 que vous avez accusé. Et sur 10, ça va, si c'est qu'il y a un voleur parmi, ça va attraper qu'une personne. Et, bon, écoutez, il ne faut pas qu'on pose cette question parfois parce que c'est cette question que vous devez vous poser. Je demandais, vous voyez que l'affaire est tranchée. Et généralement, quand ça brûle, pas comme lui, il dit la vérité. Le voleur va dire que non, j'ai volé ça, je suis allé garder ça, je suis allé ça. C'est vrai. Mais si ce qu'on veut prendre la loi, ça prend combien de temps? C'est la question que nous devons poser. C'est pour vous dire, je n'en disconviens pas la façon de blanc. C'est pas que je dis aux Européens, ou pas aux Européens, aux Blancs, aux Occidentaux. J'accepte votre médecine. Mais venez nous dire que notre médecine en Afrique n'est pas bonne. N'a pas dit que non. Et c'est ça le problème que j'ai beaucoup avec beaucoup de confrères du côté médical et de pasteurs. Parce que je ne suis pas contre la prière. Mais c'est eux qui sont contre la prière. Depuis qu'on partait à l'hôpital. Vous avez entendu un jour qu'un tradit praticien est à la morgue, mais c'est à l'hôpital qu'on se trompe sur des morgues. Pourquoi venir? Je ne comprends pas. Pour répondre à votre question, je suis tradit praticien depuis l'âge de 6 ans. 6 ans. Et j'ai eu des prophètes qui ont des pasteurs, des prêtres qui ont dit que non, c'est une mauvaise chose, blablabla, on va prier, ça va arrêter. You don't knock prayer. Knock and finish. What happened? Nothing. Je suis même là, je recommence peut-être avant de venir dans mon biographie. Je recommence à 12 ans. Et qu'on dit que, oh, alors, si là c'est grave, il faut que Manuel, ma mère devait courir, c'était prêtre, et courir, c'était pasteur, on attend qu'il y ait un prophète là, on parle, on attend, parce que se disait que c'est un mauvais esprit. Et, à la fin, je suis tradit praticienne. Et je vous dis, de 12 ans jusqu'à aujourd'hui, c'est pas qu'on parle parler, on a dit,
Vous-même, vous m'avez contacté, vous-même, vous connaissez comment ça se passe. D'accord. Jusque-là, je ne comprends pas encore pourquoi avoir donc ajouté à cette corde-là le côté Médical. moderne. Le côté médical, je vais vous dire, parce que je voudrais mieux aider la population. Et je pense, on appelle ça Trump, my dream, come true. Parce que je voudrais être où je suis aujourd'hui pour mieux aider la population. Parce que, écoutez, quand j'étais tradipraticien, vous voyez que quand les femmes se manquent, peut-être c'est ça qui m'a encouragé à être gynécologue. Vous voyez que quand une femme arrivait, il y avait des gens qui n'accouchaient pas. Vous vous rendez compte que c'est le problème de coutume. Je vous assure qu'elle accouche, ne vous oublie pas. Je ne vais pas prononcer le nom des gens ici. Mais il y a une tradipraticienne qui passait à l'époque, là, dans le ciel, je ne perds son nom, qui... on partait beaucoup chez lui et que ça ne donnait pas. Et vous voyez que moi, comme tradipraticienne, j'étais juste là pour faire mon petit gris-gris. Vous voyez? Et ça, je dis, il faudrait que je connais d'autres côtés médicaux, que je peux aussi traiter avec la méthode conventionnelle que tout le monde accepte, ou que tout le monde croit. Mais derrière ma tête, c'est parce que je voulais être plus utile pour le continent africain. Mais est-ce qu'ici, on ne peut pas aussi voir un besoin de crédibilité? Il faut que, pour pouvoir convaincre les gens, que j'ai également cette casquette de médecin. Sinon, vous êtes tradipraticien, vous êtes convaincu de vos traitements, de vos herbes et écorces. Les femmes viennent beaucoup chez vous et ont la solution à leurs problèmes. Mais vous choisissez quand même d'aller encore être gynécologue. Je ne comprends pas. Est-ce qu'ici, il n'y a pas un besoin de crédibilité? Je veux que les gens croient en moi rapidement. Donc, en brandissant ma casquette de médecin, c'est sûr, ça va passer rapidement. Pour devenir médecin, ce n'est pas chocolat. Hein. Et non, je me dis parfois que être médecin, c'est un col. C'est col. Non, il faut qu'on soit honnête. Parce que le stress qu'on a vécu là-bas. Aujourd'hui, je vous dis, mais ceux qui sont proches de moi, ils s'étonnent. Parfois, en 24 heures, tu as dormi 2 heures. Je parle de ce que moi, je le fais. Parfois, en 24 heures, tu n'as même pas fermé l'œil. C'est beau, c'est que pour arriver, ce n'est pas pour dire que convaincre les gens. Il faut te dire une chose. Il ne faut pas confondre entre la profession et une occupation. Et c'est ce que beaucoup d'Africains confondent. Parce que, pour moi, être un tradipraticien, c'est une occupation. Si je sors mon passeport, je vous montre, c'est écrit là médecin. Je ne suis pas un tradipraticien. Parce que c'est avec ça que j'ai mes diplômes. J'ai des diplômes pour ça. Et je fais des années. Donc, ce n'est pas comme si avoir une crédibilité, bien sûr, et être aussi, moi, personnellement, au fond de moi, je suis satisfait. Parce que je pense, je sais, j'ai une mission accomplie. Vous voyez, et vu le résultat aussi qui vient. Donc, pour moi, je pense, l'essentiel était pour mieux aider la population. Et je pense que je fais mon travail. Très bien. Alors, dans la médecine conventionnelle, ou dite moderne, hein, on voit il y a des essais cliniques qui sont faits pendant des années. On étudie des effets secondaires, on étudie des symptômes. Est-ce que c'est pareil également dans la médecine traditionnelle? Est-ce que quand on prend telle écorce, on se dit, tout à l'heure vous avez parlé de date de péremption et autres. Lorsque vous avez une écorce, comment vous faites pour savoir que l'écorce, si que je demande de faire bouillir, il faut bouillir ça 5 jours, ou alors il faut consommer ça pendant 5 jours? La date de péremption, les effets secondaires, est-ce que tout cela est évalué dans cette médecine-là? Ici, on parle de la pharmacopée et pharmacologie. C'est deux mondes différents. Nous devons d'abord commencer par là. Et il faut savoir, dans la pharmacologie, il y a beaucoup d'agents. Je vous dis une chose, hein, c'est l'erreur que nous faisons. La médecine, en quelque sorte, c'est la politique. Je vous dis, même dans le plan international. Ça veut dire que vous êtes politicien alors? Non. Puisque vous êtes médecin aussi? Non. Je ne fais aucun droit dans la politique. D'accord, parlons. Parfois, dans la politique, vous comprenez que ces machins qu'on dit que de recherche qu'on fait là,
je ne suis pas contre. Il y a beaucoup d'argent qui est investi dedans pour dire que c'est recherche. Mais ça ne s'agit pas, et c'est une affaire de groupe. Mais il ne s'agit pas de le seul dans son coin. Il faut savoir, chaque tradipraticien a sa méthode. C'est comme chaque... ils n'ont pas une méthode unique que tout le monde doit utiliser. Et c'est pas cela qu'il y a un problème. Mais, déjà, je sais que c'est le scotch qu'on donne. Et le scotch, c'est lorsque tu as préparé, parce que tu as mis des autres ingrédients qui peuvent se périmer. Mais c'est pour dire que c'est le scotch. Quand vous m'envoyez que le scotch est sec, poisson sec, c'est poisson sec, non. Ça va rester. Même 10 ans. Je ne pense pas qu'il y ait un problème à ça. Donc, le problème de péremption, c'est lorsqu'on a préparé, et quand on a préparé, c'est normal que vous mettez quelque chose à cause de lait et des autres facteurs qu'on ne peut pas expliquer, ça va gâter. Et quand ça gâte, on connaît. Peut-être pour ceux qui vont, moi je ne suis pas vendeur de médicaments, donc je ne sais pas, mais je sais quand même que si vous avez mis votre produit en route et que vous voyez que ça gâte, même à l'œuvre, vous voyez. Vous dites que c'est une affaire politique, il y a beaucoup d'argent dans les expériences et autres. Mais est-ce que... Je ne parle même pas dans le contexte camerounais. Hein, oui, je comprends, de façon mondiale. Alors, je veux bien comprendre. Hein. Est-ce que ici, ça veut dire que celui qui est praticien doit avoir comme un don ou alors il apprend comme tout le monde? Parce que je veux comprendre, si c'est un don, est-ce que vous pensez que le nombre de praticiens au Cameroun peut pouvoir aider tous les Camerounais? Parce qu'en ce moment, déjà, les médecins, on estime que ça ne suffit pas pour la population. Est-ce que vous pensez que si on doit se fier complètement à la médecine traditionnelle, on va s'en sortir? La médecine traditionnelle a sa place, la médecine traditionnelle a sa place, la médecine moderne a sa place, la prière a sa place. Je vous dis une chose, la plupart des médecines en Afrique, ça se passe. Et c'est fait rare. C'est eux-mêmes exprès. Ils se font rares. C'est même pas pour dire qu'ils ne peuvent pas être là. Vous savez, je sais que beaucoup de médecins, beaucoup sont en train de chercher le pouls sur ma tête. Et que je le dis chaque fois, vous cherchez le pouls sur une tête congolaise, bon, vous ne va pas retrouver. Donc, parlons juste de cette médecine-là. Donc, ce qui signifie que le problème qui se pose, pour être médecin, il y a d'abord une étude qui est faite. Et que les plus grands professeurs au monde, ils ont dit, c'est ce qu'on vous a dit là à la faculté. Il y a 80 qui est vrai, il y a 20 qui n'est pas vrai. Mais nous ne savons pas ce qui n'est pas vrai dans le 20 là. Je pense que j'ai répondu à votre question. Je me trompe, peut-être vous pouvez. Bon, vous avez répondu comme vous pensez parce que tout à l'heure, vous avez parlé de politique et tout. C'est pour ça que j'essayais de prendre cet aspect-là parce que je dis si on veut juste se fier au fait que les expériences revêtent un volet politique, on peut se tromper aussi parce que avant d'inoculer un médicament ou alors avant de donner un médicament à quelqu'un, je pense qu'il faut s'entourer de garanties de sécurité. De même que celui qui est dans la médecine traditionnelle, il s'entoure de certaines précautions. C'est dans ce sens-là que... Oui, je veux dire, pourquoi on donne des médicaments? Il y a d'abord beaucoup de tests qui sont faits. D'accord. Est-ce que ces tests sont faits en médecine traditionnelle? Non, il n'y a pas, non. À toi et moi, tout ça, il n'y a pas, non. Est-ce que vous comprenez donc que certains soient sceptiques à considérer cela comme... ou alors à prendre cela tel que vous pensez? Je veux même d'abord dire une chose. Être un tradipraticien à l'hôpital, par exemple, c'est un contrat. Je ne sais pas comment ça se passe au Cameroun, mais chez nous, c'est tout ce que nous faisons entre toi et moi. C'est comme un contrat que nous avons signé. La médecine moderne. La médecine moderne, parce que nous sommes en médecine traditionnelle, il n'y a pas ça. Et vous dites, nous ne devons pas, on ne peut pas comparer les deux, en fait. Pour moi, tout ce que je veux que tout le monde sache, c'est que chaque médecine-là a sa place. Okay. Ça ne sert à rien, n'est-ce pas, de discuter que tel ou tel peut faire. Pour moi, c'est une discussion qui n'est pas. Parce que c'est une affaire individuelle. C'est comme Emmanuel qui était ici. Il y a certaines personnes qui me croient à mort, mais il y a certaines personnes qui ne me croient pas du tout. Et qui en soi, ce qu'ils ne vont jamais te croire. Donc nous devons accepter cela. Et c'est pour ça qu'il doit avoir des lois. Que vous ne dites pas que je ne crois pas mon avis
personnel, mais vous faites ce que le travail vous demande de faire. Parce que quand quelqu'un vient à l'hôpital, il ne peut pas venir dans ton salon te voir. Ou quand quelqu'un vient à toi, il ne peut pas venir dans ton salon. Elle est venue chez toi parce qu'il y a un problème. Et alors, ce que vous liez, vous deux, c'est ce problème-là. Ce n'est pas l'amitié ou autre chose comme ça. Je ne sais rien. D'accord. Alors, vous dites qu'il ne doit pas avoir comme une bataille entre les deux. Comment rendre donc l'une qui doit être complémentaire déjà à l'autre? Et peut-être en amont, me dit déjà, est-ce qu'on devient praticien de naissance ou on apprend comme la médecine en réalité, conventionnelle? En réalité, on n'apprend pas. En réalité. Mais vous savez, avec la vie qui devient dure, il y a beaucoup qui apprend. En réalité. Et ceux qui apprennent là, moi, je ne suis pas vraiment de cet avis. Parce que c'est des choses qu'on est né avec. Oui. Parce que c'est une histoire de couper des herbes et traiter les maladies. Et ça, tu dois voir, tu peux apprendre, hein, mais il y aura les limites. Et comme je vous ai dit, c'est parce que la vie est un peu dure. C'est pour ça qu'il fait que beaucoup d'enfants le font. C'est la même chose. Vous voyez que au jour d'aujourd'hui, les églises se font tous les jours. Il y a des églises qui sont créées tous les jours. Je peux vous assurer, parmi ces églises qui sont créées de part et d'autre, je ne pense pas que 20% ont une licence en théologie. Parce que pour créer une église, il faut avoir une licence en théologie. Ils n'en ont pas. Mais vous voyez qu'ils font, ils sont en train de faire, comment on appelle ce qui, entre guillemets, miracle. Pour attirer. Donc, pour moi, je pense que c'est à cause de la vie qui devient de plus en plus dure. Vous allez voir que les Africains, ils deviennent de plus en plus, la plupart des escrocs. Avant, ils n'avaient pas ça. Vous voyez que même le respect humain, avec le temps qu'on passe, ce respect humain finit. Et pourtant, avant, nous n'avons pas ça. Pour répondre à ta question, être traduit patient, on n'apprend pas. Mais on apprend pour être médecin. Parce que traduit praticienne, c'est comme une occupation. Tu vois? Mais, parce que c'est une occupation, en fait. Alors, vous pratiquez ces deux médecines-là. On ne devrait pas se mettre à débattre sur l'importance de l'une et de l'autre, chacune à sa place. Quels sont les atouts, les différences et comment les rendre complémentaires? Je vous ai parlé ici. Si, tant que le but est de rendre l'une complémentaire à l'autre, comment le faire? Au début de notre émission, je vais parler, il y a des situations qu'on peut commencer à l'indigène, finir en médical. Vous voyez que dans cette situation, c'est la médecine moderne qui est au-dessus. Il y a des situations qu'on peut commencer en moderne et finir à le traditionnel. Vous voyez qu'à ce temps, c'est la médecine moderne qui est au-dessus. Il y a des situations qu'on peut commencer à la prière. C'est-à-dire, peut-être avec un prophète, ou avec un pasteur, ou avec un prophète, et finir à l'indigène. Vous voyez que sur cette pointe, la médecine, la prière est au-dessus. Il y a des temps qu'on peut commencer à la prière et finir à l'hôpital. Vous voyez que c'est la prière qui est au-dessus. Donc, ça dépend du contexte. Mais comme je vous ai dit, le problème qui se pose, en quelque sorte, je veux dire, c'est complexe. Parce que, je vous dis, je connais beaucoup de pasteurs, beaucoup de prêtres, que nous avons parlé très bien, beaucoup de prophètes que nous parlons très bien, mais ouvertement, tu ne vas jamais nous voir parler comme ça. Mais ils ont mon numéro, j'ai le numéro, et nous parlons de temps en temps. Vous voyez que c'est parce que dans la Bible, c'est condamné. Ça condamne la tradition. Et vous voyez que pendant que nous avons fait le pot de Hippocrate, il n'y a pas ça. Et de médecine, on doit faire croire que cela n'existe pas. Et ils sont tombés au-dessus parce qu'il y a aussi, je peux vous dire, l'ignorant qui se trouve aussi parmi. Parce qu'il y a cela, moi ça fait 2 jours, je venais d'arriver au Cameroun, que j'ai parlé avec
Un médecin, pour moi, c'est 1 heure. Parce que lui ne croit pas ça. Et moi, je même passé ce temps à parler avec elle. Et je lui ai dit, c'est parce que vous êtes un mère que je respecte. C'est vrai que je peux parler avec vous pendant ce temps. Sinon, je ne parlerai pas. On a discuté parce qu'elle ne croyait pas. Il faudrait. J'ai dit non. Parce que si on fait que le médecin, parce que ce n'est pas que je suis en train de dénigrer de médecine. La médecine moderne que nous faisons, nous avons passé 6 ans en faculté. Nous avons passé 5 ans, 7 ans pour être spécialiste. Nous avons pour être professeur peut-être 14 ans à l'hôpital. Mais je peux vous dire, cette médecine-là ne regarde pas le problème des Africaines à 30%. Ça fait mal à beaucoup de médecins quand je parle de ça, mais c'est la réalité. Regardez dans vos listes. Si vous êtes médecin, vous êtes conscient, vous êtes honnête. Parce que je pense, je suis quelqu'un aujourd'hui, c'est parce que j'ai été droit, j'ai été correct. Et Dieu a vu mon cœur. Malgré tout ce que j'en disais, le résultat est là. Donc j'ai un droit de dire la vérité. Que je sais qu'au fond de moi, je suis correct. Que quelqu'un me croit ou pas. Ce n'est pas, aujourd'hui, il n'y a plus la question. Vous allez voir qu'un médecin qui est honnête, il y a des cas qu'il a traités qu'il n'a pas vu. Donc c'est pour le côté chronique. Parce que tu traites que ce que tu vois. Vous ne pouvez pas traiter que ce que vous ne voyez pas. Prenez par exemple, je vous dis des cas que quelqu'un vient. Il y a le myome. Tu as vu qu'il y a le myome. C'est subsérus. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire myome nucléation. Mais la femme monte au lit ne descend pas. Pourquoi? Parce que peut-être il y avait autre chose qui était derrière. Quelqu'un vient à l'hôpital pour accoucher. Il arrive à l'hôpital pendant l'accouchement. On dit que l'accouchement est difficile. On va tomber au bloc. Et au bloc, la femme ne sort pas. Bon, je pense, et c'est pour ça que je dis parfois à tout le monde, c'est toi qui portes tes soucis. C'est vous qui portez vos soucis. C'est vous qui c'est là où vos soucis vous font mal. Il n'y a personne qui va mourir, le monde va s'arrêter. Le monde continue. Bon, on va évoquer le volet spirituel. Ici, je veux comprendre comment, puisque votre objectif aujourd'hui est de montrer que la médecine moderne et traditionnelle peuvent se compléter pour aider l'Afrique. À quel moment, comment faire donc, puisque jusqu'aujourd'hui, on a comme une sorte de challenge entre ces deux médecines-là. Une estime que la médecine traditionnelle a des méthodes pas très nettes et l'autre aussi estime que vraiment vous êtes limité à certains niveaux. Comment concilier donc les deux-là pour aider la santé des Camerounais? Oriane, je vous ai dit ici, c'est un problème d'ignorance. Je ne suis personne. Je ne suis personne. Nous croyons que, ok, on a passé beaucoup de temps en faculté, on a fait beaucoup d'études, pour certains comme nous, on a dépensé des millions par an. Et parfois, pour certaines personnes, c'est comme si, bête, de dire que ce que nous avons fait, tout ça, ne règle pas le problème des Africains à 30% ou à 50%, et que celui qui est au quartier là, qui n'a rien appris, il peut régler votre problème. Non. 1 plus 1 égale 2, ça c'est vrai. Mais je veux dire, toi, tu vas prendre 1 plus 1 pour donner la réponse. Je vais te prendre 2 jours, 1 heure pour 1 seconde pour donner, une autre, tu vas prendre 1 heure. Donc, c'est un problème de mentalité. C'est pour ça que moi, pour mon part, qu'est-ce que je vais? Je commence à écrire des livres pour montrer. En dehors d'écrire des livres, à l'époque, je ne suis plus dans les affaires du Cameroun parce que j'ai été au niveau du ministère où je rencontre les autorités très hautes placées dans la santé pour dire non, voyons, essayons de voir cette affaire. Les traditions personnes qu'on est en train de laisser derrière, vous lui dites qu'il ne peut rien. Moi, je pense que c'est une erreur qu'on est en train de faire. Qu'est-ce que j'attendais d'eux? J'attendais, moi je suis, parce que je suis avec vous, vous comprenez? Je suis inscrit à l'ordre de médecine des Allemands. Et mon salaire est bon. Donc je pense que un gynécologue comme toi, non, nous parlons de gynécologue, et la seule chose que tu maîtrises,
Donc nous pouvons parler ensemble et comprendre, c'est la médecine. Mais au-delà, la tradition est là et que je maîtrise aussi. Je pense que toi, comme médecin, tu ne devais plus te dire, manga, Mola, essayons de nous parler de cette affaire un peu en profondeur. C'est ce que j'attendais à l'époque, hein, ce que j'attendais. Mais au contraire, c'est comme si, je ne sais pas, j'ai été mal compris, il faut le dire. Ce qui fait que je peux vous dire que j'ai été parfois, et tout ça, c'est avec le médecin. C'est avec le médecin. D'accord. Donc, ce qui signifie que c'est l'ignorant qui est le problème ici. D'accord. On a bien compris, il y a l'ignorance. Qu'est-ce concrètement, comment faire donc aujourd'hui pour changer la donne? Vous venez de relever que la médecine moderne ne nous aide pas, nous, Africains, à 30 ou à 50%. Qu'est-ce qu'il faut donc faire aujourd'hui pour que cette médecine-là puisse, la médecine traditionnelle, puisse nous aider de façon concrète? Laissons l'ignorance concrètement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Première chose, je lance un appel aux médecins. Lorsque vous avez un cas, que scientifiquement, vous voyez que ça vous est en train de vous suivre. Peut-être vous avez un malade. Il y a un malade que vous faites tous les examens, vous ne voyez rien. Mais elle souffre. Ne réfléchissez pas. Dis au malade, à l'oreille, regardez un peu au village. Si vous avez un malade, que vous traitez, vous donne tous les médicaments. Donc, vous avez vu la maladie, ça c'est le cas où vous avez plus diagnostiqué. Et que le malade, tous les médicaments que vous donnez, parce qu'il y a le standard pour chaque situation, en fait, à l'hôpital, et que vous suivez ce standard-là, et que vous n'arrivez pas à, n'est-ce pas, à régler le problème. Sache qu'il y a un problème. Dis au malade, ne sois pas honte, de réfléchir du côté traditionnel. Maintenant, quand on parle de côté traditionnel, ce n'est pas seulement pour dire qu'il y a une tradition. S'il est peut-être chrétien, dis-lui de partir d'abord chez son prêtre, ou chez son pasteur, ou chez son prophète. Parce que parfois, il faudrait d'abord prier, confier à Dieu avant de revenir voir à l'hôpital. Parfois, même avant l'opération, hein, pour le chrétien, je veux dire non. Si vous êtes un chrétien, vois d'abord ton prêtre et prie sur toi avant que vous veniez. Pour que Dieu soit avec toi. Même dans la table d'opération, que Dieu ouvre les yeux de cette médecine. Personne est nobody is perfect. Okay. Personne n'est parfait. Ce qui signifie que et ce qui est là pour le médecin, c'est qu'une petite erreur que nous faisons surtout au bloc, c'est la mort. C'est fatal, oui. C'est la mort. Ce qui signifie que tout pour prier que Dieu ouvre même les yeux de tout, même le couteau qu'ils utilisent à l'hôpital, tout ça, que ça soit béni. Et on voit bien ton problème. Si vous n'êtes pas chrétienne, vous partez sur le tombe de votre parent. Demandez, papa, je m'en vais à l'opération c'est demain, ou après-demain, au Téchou. S'il vous plaît, papa, je sais que tu es là, je sais que tu n'es pas avec nous, mais je sais que ton esprit vit. Pardon, papa, gardez-moi pour cette opération que je partais faire. Et bon, vous gardez. Là, ça va vous permettre, donc voyez un peu, ça va vous permettre que vous arrivez à l'opération, ça se passe bien. Le reste, c'est parce qu'il y a cette ignorance et les gens ont même honte parfois de dire que je ne suis pas praticienne. À l'époque, quand j'étais encore un peu plus jeune, j'avais même, j'avais 14 ans, mais 15 ans, j'avais même parfois honte. Voilà le marabout là. Voilà le guérisseur là. Donc, vous voyez, et j'étais dans un sous-quartier, à Mavanda, à Forêt, pour ceux qui connaissent. Donc, voyez un peu, vous êtes un sous-quartier, vous savez que quand vous êtes un sous-quartier, même la mentalité aussi est différente. Et je pense que ce qui fait que, quand quelqu'un arrive, il y avait d'abord cette honte. Ce qui m'a un peu aidé, c'est parce que j'étais jeune et à l'époque c'était gratuit. Il faut le dire. Donc 10 ans, il n'y a personne qui peut vous dire que j'avais donné 10 000 à Emmanuel. Je vais donner 5 000 à Emmanuel. Il n'y a personne qui va vous dire ça. C'est après que les choses ont changé. Alors, lorsque vous le dites, est-ce qu'on doit comprendre, ou alors est-ce que vous êtes du même avis, hein, que ceux qui pensent que, contrairement à la médecine traditionnelle, celle dite moderne est semblable à une religion ou à un dogme. C'est-à-dire, quand on est dans la médecine moderne, ce qu'on dit, s'il faut aller tout droit, il faut aller tout droit.
on ne tourne pas à gauche ou à droite. Est-ce que vous considérez donc que, selon vous, la médecine moderne ressemble à cela, contrairement à la médecine traditionnelle qui peut... Vous avez tout dit. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Vous allez nous Je dire. veux vous dire parce que je travaille dans un pays où la loi n'est des jokes. Ça ne blague pas. Je vous ai dit, sur chaque situation, il y a des standards. Il y a ce qui doivent être fait. Ce qui signifie que, je sais que, ok, vous arrivez. J'ai dit que, par exemple, vous avez le blood group qui est élevé. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois mesurer votre tension. Ok? Peut-être, j'ai l'impression que tu as un peu mal à la poitrine. Je dois faire head echo pour regarder, pour faire la radio du cœur. Il y a des standards qui doivent être faits. Et que je sais que si je ne fais pas avec ces standards, il est possible que vous me portez plainte demain. Ça, c'est pourquoi je parle dans le plan international, je ne parle pas dans peut-être certains pays en Afrique, peut-être. Je parle de pays que les choses sont correctes. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette droiture-là. C'est pas qu'on respecte. Mais par contre, en disant, il n'y a pas ça. Parce que déjà, par exemple, j'ai mon temple à Paris. J'ai mon temple en Belgique. J'ai mon temple en Allemagne. Vous savez, quand il arrive, c'est personnel. Nous n'avons aucun contrat. Vous voyez que contrat verbal aussi. C'est un contrat verbal. Vous voyez que ça peut prendre mon choix. Et vous dites, un contrat verbal est considéré que lorsqu'il y avait une troisième partie, selon la loi. Donc, si toi et moi on a parlé, si vous et moi on a parlé quelque chose, pour que la loi considère, il faudrait qu'il y ait une personne qui est comme témoin. En avant, on n'a pas de secret. Donc, ce qui signifie que c'est un problème, en médecine, on dit que 1 plus 1 égale 2. Fini, c'est clair, c'est net, c'est ça. Il n'y a rien à dire. Parce qu'il y a des règles que tout le monde doit respecter. Est-ce que vous savez qu'en psychiatrie, on considère que tout ce qui est normal, quand 99 personnes font la même chose. Donc, si tout le monde marche devant comme ça, tout le monde marche, si 99 marchent devant, on considère que c'est correct. Si une personne qui marche derrière, on considère que celui n'est pas normal. En psychiatrie, vous voulez, est-ce que vous savez que cette seule personne qui marche derrière là, elle peut avoir autre chose plus important que vous, le 99? Peut-être, les politiques comme le monde est saturé avec la politique. On vous a convaincu que vous êtes en train de marcher sans bien réfléchir. Et c'est la seule personne là qui marche par derrière qui avait un peu moins réfléchi. Mais on va te considérer que lui, il est fou et vous, c'est normal. Donc, ça peut prendre un peu ça, la vie. Et je pense que ça peut baisser cette direction de la médecine. Moi-même, je suis dans cette marche. Je vous dis, il y a parfois que vous avez une situation en main. Vous appelez votre chef à la maison, parce que quand vous travaillez, moi je suis assistant, il y a un overart qui est à la maison. Vous l'appelez et vous dites, docteur Kweta, vous avez expliqué la situation. Mais c'est une situation que nous pouvons encore attendre un peu. Elle va dire, cas chinoise, section, césarienne. Moi, qu'est-ce que je dois faire? Ma part est quoi dedans? Tu passes, tu vas dire, ok, voilà, à cause de ça, indication, section. Tu vas faire, on va faire. Parce que c'est les règles. C'est les règles, en fait, c'est les règles. Donc, dans notre temps, je dis, ok, si demain, elle me porte plainte, voilà, c'est comme ça, devant le juge. En fait, vous voyez un peu cette logique-là. Mais par contre, on dit, et maintenant, quand même ça arrive devant le juge, on doit appeler une autre personne qui vient faire une contre-expertise. C'est pour ça que quand je vois des Africaines en train de s'agiter, moi je me pose table de me dire que les gens sont là, ils ont leurs assurances, tout est correct. Vous êtes là. Au Cameroun, en Afrique, il n'y a pas l'assurance. Parce que normalement, pour chaque maladie, c'est l'assurance qui paie. Ce qui fait que même toi, le médecin, tu vas faire l'assurance, on va envoyer le médecin. On va dire que pour cette, on appelle ça un griffe. Pour cette situation, voilà un budget qui est prévu pour ça. Donc je pense, en Afrique aussi, il y a ce problème d'assurance qui est vraiment un problème. On devait faire en sorte que tout le monde qui part à l'hôpital, il a des soins gratuits. Bon, ça, c'est une parenthèse. On parlait encore de la médecine considérée comme une religion ou alors un dogme. Alors, j'ai évoqué ces deux aspects parce que vous pensez également que dans un processus
de guérison, et vous l'avez démontré tout au long de cette émission, il faut ajouter l'aspect spirituel et même ancestral. Alors, quels sont les enjeux, selon vous, liés à l'intégration de la spiritualité dans la médecine moderne? Je pense au début, nous, on a beaucoup parlé, je vous ai parlé de cette affaire avec... je n'ai pas bien compris votre question. Quels sont, selon vous, les enjeux ou les challenges liés à l'intégration de la spiritualité dans la médecine moderne? Vous savez, la médecine moderne, comme on a parlé tout au long de cette émission, c'est un truc qui ont des règles. Il y a des livres, des livres, des livres, des livres. Moi-même que je parle, j'ai un amour plein de livres. Moi-même que je vous parle. Mon amour est plein. Et que dans ça, il y a des théories. Et vous allez même constater que même dans la médecine, il y a des modifications. C'est comme j'ai un livre que je lis, Schrimbeck, qui est un livre qui a été publié en 2002. Et que dans ce livre, on nous dit qu'il y a MBO. Qu'on fait MBO, je veux dire que pendant l'accouchement, on te rend compte de l'inspection que l'enfant est dans le stress. On va prendre l'eau, le sang sur la tête de l'enfant et mesurer pour voir si PA. La pression artérielle. Donc, il y a un livre que j'ai lu en 2002, c'était publié en 2002, qui dit que si vous regardez que la tête était à l'entrée, donc, pequeño mittel, comment on dit, si on te dit que si c'est 25, c'est encore bon. Si c'est 20, ce n'est pas bon. Ça veut dire qu'on doit faire une opération, une section. Mais j'aime lire encore le même livre. Ça, c'est Schrimbeck, pour ceux qui connaissent. J'ai encore lu un autre même livre, toujours en gynécologie, qui m'a écrit, est publié en 2013, Clinique Leitfaden, gynécologie qui nous disent maintenant plutôt que, déjà, donc, ils n'ont même pas donné. Déjà, si vous faites une MBU et que nous sommes à 20, ça c'est indication pour l'opération. Ils n'ont pas donné la position d'éducation au PACOM. Cela, c'est pour vous dire, c'est une histoire de règles. Les règles sont établies. Mais par contre, en l'indigène, nous n'avons pas ça. Et je pense que c'est ça qui fait vraiment un problème. Et je peux vous dire, la spiritualité, c'est notre aspect assez important. Puisque, au début, on a parlé de rêves, et que je vous dis que moi, comme gynécologue, parfois, on va vous dire, je vous vois quand vous arrivez, parce qu'il y a au labo, tout mon maca que je veux prendre, et que je vois que ce tout mon maca est élevé. C'est quand ça est élevé, c'est juste un symptôme pour dire que soit vous avez le myome, soit vous avez le fibrome, soit vous avez, parce que chaque cancer de colonne, parce que quand c'est élevé, il y a ce qu'on appelle tout mon maca qui est élevé. Et puis mais vous pouvez avoir tout ça que l'origine de ça n'est pas naturelle. Vous allez dire que moi, comme médecin, qu'est-ce que je dois faire? Je vais vous dire que, ok, madame, j'ai vu le myome. En fonction de la position où se trouve ce myome, je vais demander, nous allons faire une opération. Donc, ça peut être que je vais faire juste une myonucléation. Ça peut être que je vais juste faire hystérectomie. Ça veut dire que je vais enlever tout l'utérus. C'est en fonction de là où ça se présente. Parce que si nous avons intramura, il n'y a pas moins pour faire une nucléation. Donc, c'est la seule chose à enlever. Ou pour éviter le risque de métastase. En fonction de l'âge, je peux décider, ok, je vais enlever l'utérus, je vais enlever les trompes, je vais enlever le copus. Donc, enlever tout. Vous vous rendre compte que, je voulais dire que si le mystique était derrière, voilà, c'est pour ça qu'il fait, généralement, ce genre d'opération, pour toute Africaine, je veux dire, si on vous dit qu'on va faire ce genre d'opération, elle est importante, si vous êtes chrétienne, d'aller voir ton pasteur, ton prêtre, pour prier d'abord. Parce qu'il va prier généralement pour vous demander de jeûner. Et pendant ce jeûne, vous avez parfois le résultat. Si vous n'êtes pas, c'est à l'heure si vous n'avez pas besoin de partir sur la tombe de votre grand-parent. Demandez, c'est l'heure si vous devez partir voir un tradipraticien, un voyant.
pour que vous disiez. Mais il y a aussi un autre problème. Parce que la plupart du temps, cette tradition praticienne-là, pour leur intérêt, j'ai eu un cas qu'une dame est venue, elle est morte aujourd'hui, par son âme, mais elle est revenue chez moi très tard, extrêmement tard, parce qu'un tradition praticien lui a fait qu'elle avait adénome. Adénome, ça veut dire que, maman adénome, ça veut dire que, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait juste faire ce qu'on appelle BT, Bruce et Hatton Therapy. Mais le tradition lui a fait comprendre que c'était beaucoup de marche mystique qu'on a posé et qui, à mon avis, je pense, là, alors, c'est un problème. Hein? C'est un problème. Et à cause de ça, il passait le temps à dire qu'il veut travailler. Et quand la dame, elle arrive chez moi, ce n'était plus seulement Bruce, il y avait aussi des axilla qui étaient infectés. Donc, ça veut dire qu'il y avait déjà des métastases. Ouais. Vous voyez que je pense, c'est là où moi-même, vous savez, je suis droit. Hein? C'est là où il y a un problème que moi, j'accuse de ça. Il faut que vous soyez aussi prête à dire des choses. Et l'autre problème, je n'insulte pas les traditions, c'est que la plupart sont des irrétrés. Mais ce n'est pas une insulte. Je vois que vous pensez ça personnel, non? Parce que vous devez être capable de différencier. Et le même aux côtés du pasteur. Vous savez, dans la Bible, dans Corinthiens, ça condamne la médecine traditionnelle. Et pourquoi condamne? Parce que si vous parlez dans Corinthiens, c'est en train de condamner la tradition, ceux qui croient, et vous, etc. Parce que dans Sam, il commence à vous dire comment vous pouvez vous protéger contre cette démon-là. Il vous dit, vous ne doivez pas croire de Dieu en dehors de moi. Et je pense que c'est ça qui fait problème. Mais comme Africains, ou comme être humain, vous devez savoir que nous, avant d'arriver, avant que la Bible arrive, nous étions déjà là. Et il y avait déjà nos traditions qui existaient. Donc, toutes ces choses blanches, c'est venu trouver nous qui étions sur place. C'est venu se trouver. C'est pour ça que ça devait être comme un complément. Et on essaie de voir comme un mariage. C'est comme toi, vous te maries, demande demain, je vais amener une deuxième femme. Moi, je ne suis pas pour la polygamie, je ne suis pas. Je n'accepte pas, je n'accorde pas. Mais, prenez exemple. Votre mari a décidé, ok, je veux prendre une deuxième femme. Vous avez peut-être 3 enfants, 5 enfants avec votre mari, une deuxième femme va arriver. Et tu dis que comme une deuxième femme vient là, je vous m'en vais. Vous croyez que c'est une réflexion normale? Je pense non. Ou, comme elle est d'office, que ces deuxième femmes viennent, vous devez seulement essayer de voir comment vous allez vivre en harmonie, sans problème. Et alors, c'est ce que des médecins, des prophètes, parce que toutes ces 3 catégories de personnes devaient essayer plutôt qu'on s'assoie sur une même table. Nous discutons et voir nos différences. Je vous ai parlé. Quand ça a chauffé du côté de ça, parce que je n'ai pas essayé de dire qu'elle avait mal fait. Et ce n'est pas une fois pas 2 fois que j'ai vu. De même pour le côté moderne. Donc je ne vais pas... D'accord. Là, vous nous avez ramené encore un peu derrière. Dans les enjeux de l'intégration de la spiritualité dans la médecine moderne, on comprend bien qu'il y a des réticences. Alors, vous avez parlé de Corinthiens et tout. Comment faire donc à ce moment-là, vous qui pensez que c'est aussi important de prier, comment convaincre donc celui qui estime que lorsqu'on est avec un Dieu, le Dieu, il est jaloux. Lorsqu'on est avec lui, il faut continuer avec lui et pas, c'est-à-dire qu'on peut ne pas avoir des résultats parce qu'on est allé à gauche et à droite. Comment convaincre donc ce patient-là? L'objectif du médecin, c'est de ne pas perdre son patient. Comment le convaincre d'associer ces 2 aspects-là pour trouver la guérison? Je veux... vous êtes chrétienne, j'espère. Tout le monde est né chrétien. Nous, tous les Africains. Vous savez, tout le monde se connaît Thomas. Oui. Il y a ça dans la Bible. Avant de répondre à votre question, ce n'est pas question de convaincre. Tu peux amener des chiens dans l'eau, mais tu ne vas pas le forcer à boire l'eau. Absolument. Ce n'est ce que l'enfant va voir debout, assis, pardon, le père
l'enfant ne verra pas. Bon, ce que le père voit assis, l'enfant ne voyait pas ça debout. Donc, à cet instant, ce n'est pas question. Vous êtes dans votre bureau. Et en fait, c'est comme ça que moi je pense. Et même en viennant, j'ai eu ce petit discours avec certains, je ne sais pas qui, certains services qui veulent pas dire non, je ne suis pas dans votre chambre. Donc, ce qui signifie que lorsque vous êtes dans votre bureau, vous êtes là pour travailler, vous êtes là pour servir la population. Et vous le dites aux populations ce qu'ils doivent faire. C'est à lui de choisir. S'il veut, il a fait. S'il ne veut pas, il laisse. Donc tu ne peux pas lui dire obligatoirement tu dois le faire. Non. Je vous dis, il y a même des opérations que tu vois qu'il faut à tout prix qu'on fasse cette opération. Mais le malade te dit que non, moi je ne veux pas. Tu vas laisser. Ou tu vois une maladie qui est en train d'arranger, tu dis que non. Alors si, peut-être il faudrait qu'on fasse une amputation. Par exemple, quelqu'un qui a peut-être les gangrènes et qui n'a pas le diabète. Tu dis que non, il faudrait qu'on fasse cette amputation. Et dit que non, je ne veux pas. Toi, comme médecin, tu vas le laisser. Donc, c'est pour dire, ce n'est pas question de convaincre. Tu as fait ton travail de lui dire. C'est pour ça qu'il fait que, lorsque tu as parlé là, il n'a pas sorti. Tu vas écrire ce qui a été discuté. Je vous dis, ça ne fait pas. Quand ça fait pas 2 semaines, malade qui a accouché, bon, c'était la césarienne, qu'on a opéré, c'était la 4e césarienne, et une fois, il a eu le CAP, donc qui était, il a eu le CAP, qui était 32, et le leucocytine, qui était 20. Ce qui signifie que c'est le risque, le sepsis. Le malade me dit, je vais aller à la maison. Je dis, non, madame, vous ne va pas aller. Votre labo n'est pas bien. Le malade a insisté. Qu'est-ce que je fais? J'ai juste imprimé le papier, je l'ai fait signer, il est parti. Mais c'est très dangereux pour elle. C'est très dangereux parce que le risque de sepsis est là. Le truc de thrombose est là. Ce qui veut que les possibilités que tu aies mort physique, mort subite est là. Mais il est parti contre avis médical. Donc je l'ai fait signer. Donc je n'ai pas de problème. C'est pour vous dire que nous faisons seulement notre travail. Vous parlez seulement de tradipraticiens. Vous lisez la Bible. Jésus lui-même, il travaillait, non? Il accompagnait son père. Parce que son père était dans les chantiers. Charpentier. Paul, qui c'était les apôtres de Jésus, il travaillait, non? Si vous regardez tous les apôtres de Jésus qui marchaient, tout le monde avait son travail, ces 12 apôtres. Tout le monde, il y avait des charpentiers, il y avait des peintres, il y avait... Tout le monde avait comment on appelle? Son travail. Ouais. Mais aujourd'hui, vous voyez quelqu'un qui dit que je suis prophète, il n'a aucun autre travail. C'est juste pour dire que c'est un voleur. Mais c'est eux qui vont insulter des personnes à gauche, à droite, parce qu'ils cherchent juste une lutte qui n'a pas la place. Donc je vous dis que si vous êtes un prophète, vous devez avoir votre travail que vous faites. C'est à peu près comme tradipraticien. Tu dois avoir ton travail normal. Tu vas dire que je suis tradipraticien de ça. Non. Bon, d'accord. On va y aller rapidement. Bon, je ne sais pas comment vous faites. Vous avez dit, quand vous êtes à l'hôpital, vous êtes médecin, gynécologue. Quand vous êtes dans votre temple, vous devenez tradipraticien. Alors, je suis curieuse de savoir comment vous managez toutes ces notions-là. J'estime que le médecin, parfois, il a, pas que le contrat signé, c'est-à-dire qu'on a un contrat avec son médecin traitant. Après un moment même, je ne sais pas, je ne peux pas dire que ça devient une familiarité, mais parce qu'on a confiance en lui, chaque fois qu'on a un petit bobo, on se retourne vers lui. Donc, le médecin ne veut pas perdre son patient. Comment vous arrivez à manager le gynécologue qui ne veut pas perdre sa patiente, qui a peut-être un problème spirituel et qui nécessite l'aspect traditionnel ou prière? Comment vous faites cela? Je vous ai dit ici, vous voyez un bon avocat. He will tell you, the law is not always right. Le droit n'est pas droit. Vous voyez un bon avocat. C'est pour vous dire quoi? Le gynécologue est là, je fais mon travail de gynécologie. Plus que je peux argumenter ce qui a été fait. Mais par contre,
si nous entrons dans le côté l'obscur, qui est la tradition, on ne peut pas augmenter ça nulle part. Et dans chaque situation, nous, on attend de bons résultats. Mais parfois aussi de mauvais résultats. Et si ces mauvais résultats arrivent, qu'est-ce que vous allez faire? On va dire que, écoutez, hein, même à l'hôpital, on va vous dire, mon gars, tout est bon quand tout est bien, quand ça finit bien. Le moment où ça backfire, on ne va pas te dire que you are trying to help. Ça sera autre chose. Donc, tu dois toujours mettre ça dans ta tête. Et tu dois toujours savoir, ok, tu sais où tu es passé jusqu'à arriver. Aujourd'hui, pour moi, les gens qui profitent un peu, c'est ceux qui viennent pour le côté traditionnel. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup de médecins, même si nous ne voyons pas aux vêtements, mais je finis généralement le côté moderne, non, traditionnel. Oui. Et j'appelle, je dis, je vous dis, c'est parce que je suis malade que je fais une évacuation. Je peux vous montrer que je suis allé dans le département concernés. J'ai dit, ok, voilà. Nous avons fait de la Mauritanie, du Cameroun. Je pense au Cameroun. Que moi, personnellement, je dis personnellement, je suis allé faire les démarches. Parce que c'est là, il faut juste que je prenne le rendez-vous à l'hôpital. Ok. Loin de là, on aimerait bien comprendre comment est-ce que, et à quel moment vous avez su que vous possédiez tous ces dons, j'ai envie de dire plutôt spéciaux, dont quelque part la médecine moderne aussi, il faut avoir aussi une capacité à pouvoir faire toutes ces années d'études, même si là c'est davantage intellectuel. Maintenant, traditionnel, vous avez dit, il faut quand même, il ne faut pas apprendre, ça vient seul. Ça vient seul. Et vous êtes spécialiste en voyance. À quel moment tout cela vous... Bon, peut-être je vais résumer un peu cette affaire, oui, juste en résumé. Oui, c'est mieux de résumer parce que nous sommes à la fin de l'émission déjà. Je suis, à l'âge de 6 ans, je tombe malade. La première chose, à l'âge de 6 ans, je commence à dire des choses qui vont arriver demain. Et je ne savais pas que c'était une bonne chose que je disais. En fait, il faut dire la vérité. Et pendant que je disais comme ça, et ça s'arrivait, hein, tu parlais, ça s'arrivait. Et il arrive un moment où il y a quelqu'un qui a été tué dans mon village. Et on a jeté dans l'eau et je dis ça. C'est ça où je me dis que le vrai problème va vouloir commencer. C'est là où, quand je dis ça, on dit qu'on va m'amener chez le chef, on va aller pour j'étais encore très jeune, d'un foyer polygamie, le papa qui n'a rien, maman qui n'a rien. Vous imaginez un peu. Et quand ils ont parlé comme ça, c'est là où ma mère m'appelle ma soeur Douala et dit à ma soeur, écoutez, au village, on veut tuer ton grand frère, ton petit frère. Et à même moment, je tombe malade. J'ai été malade pendant 12 ans. Je suis en train de couper un coup, hein, parce que le temps. Je tombe malade. J'aurais été malade pendant 6 ans. Donc, mais cette fois-ci, je suis à Douala, c'est là où on m'amène dans le prophète, on m'amène partout, à l'église, à la prière. C'est pour ça que je comprends des malades. Je vous dis, il y a beaucoup parfois qui me parlent, parfois avec un ton vraiment agressif, mais je le comprends. Aucun malade va dire que j'ai été agressif avec lui. Aucun. Parce que j'ai été là. Donc, c'est comme ça que, à 12 ans maintenant, je guéris, le jour que je vais guérir, je vois mes ancêtres. C'est ce jour. Donc, d'après 6 ans, je n'ai pas vu mes ancêtres. C'est à 12 ans, donc en 99, décembre 99, que je vois mes ancêtres, parce que je suis né en 87, 12 novembre 87. Je vois mes ancêtres qui viennent de perdre, donc mes parents, mes grands-parents, tous les grands-parents. Et je me dis, le grand-père, donc le père de mon père, elle était mort, ça faisait 43 ans, à cette date, qui viennent me dire, ok, on t'avait donné un pouvoir, il y a 6 ans, on savait qu'on voulait te laisser avec, mais on a vu que sans te laisser, on devait te tuer. C'est pour cela qu'on a d'abord retiré un peu, beaucoup de temps, mais à partir de maintenant, tu vas recommencer. Ils ont donné cette loi qui devait être faite. Et j'ai fait cette loi, j'ai respecté tout. C'est là où ils m'ont donné cette option de voyance que j'ai fait pendant 2 ans. Après les 2 ans, tout a commencé. Ils m'ont donné encore la possibilité de travailler. J'ai travaillé, mais je veux faire gratuit pendant 10 ans. Ce que je respecte pendant 10 ans, ça fait 10 ans maintenant. Il y a un radio qui me contacte de faire la voyance en ligne. Et je commence la voyance en ligne. C'est après ça que tout a commencé. Mais pendant ce temps, je continue toujours avec mon école. J'étais à OCS Mamanda. Après, je suis au Mansayon.
c'est pas une publicité, ça c'est à Mamanda. Après Mansin, je suis allé au CS Mamanda. Après CS Mamanda, je suis allé au lycée Bilan Bonaberi. Après le lycée Bilan Bonaberi, je suis allé en Roumanie. Ça c'est à Constanta. Après Constanta, vous êtes allé faire les études de médecine en Roumanie. C'est après la Roumanie que je reviens en Allemagne. Pour la spécialisation. Pour la spécialisation. D'accord. Et en même temps, j'ai fait aussi le stage académique. J'ai été ici à la garnison militaire. J'ai été au district de Bon-National. D'accord. Merci beaucoup, docteur Emmanuel Poueta. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. Merci de nous avoir consacré quelques minutes de votre temps. Vous reprenez la route pour l'Allemagne. Exactement. Alors, on va vous souhaiter bon voyage et revenez quand vous pouvez. Continuez donc la sensibilisation sur ce qui vous tient à cœur, la médecine traditionnelle et moderne ensemble, et même la spiritualité. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci d'avoir été des nôtres et à jeudi prochain.